Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège sur Divertissez-vous. Au menu ce soir, la classique, le hat-trick d'Ali Lukunku. Ensuite, on parlera du point presse. On va à la fois donc parler du match du Standard, la belle victoire du Standard face à Eupen. On parlera aussi du mercato. Donc il y a pas mal de choses à dire dans le point presse. Le rouge du soir, chroniqueur télé, ancien joueur, directeur technique, bref, le football ne le quitte pas. Benoît Tan, c'est notre invité, mais ce soir on l'a invité en tant qu'ancien de la Maison Rouge. Il nous parlera du coup du Standard actuel et aussi de son passé avec le Standard. Ensuite, le camp adverse, le prochain adversaire du Standard, c'est le Cercle de Bruges, avec une très très belle interview d'Hugo Siquet, un entretien exclusif où il nous parlera de son retour face au Standard, mais aussi de son adaptation au Cercle de Bruges. Parole de supporters. Les supporters, cette semaine, on vous le parlait des playoffs 2. Et puis, pour terminer l'émission, le game, pour détendre tout le monde. Il est toujours là, à chaque émission, avec le grand sourire. Ali Lukunku, salut. Salut Malik, salut Benoît. Bonsoir à tout le monde. Et voilà, vous l'avez vu, vous le voyez, Benoît Tan, c'est donc notre rouge du soir, notre invité. Bonjour Benoît. Salut à tous. Et merci de donner un peu de ton temps, parce qu'il est chargé quand même. Hein. Oui, mais quand on parle de foot, je suis toujours présent, j'adore, c'est ma passion. Donc c'est vrai, comme tu dis, j'ai touché à beaucoup de choses et toujours maintenant, c'est toujours ma passion. Donc je regarde énormément de matchs. Eh bien super, on va pouvoir discuter avec toi du Standard. Mais maintenant, on passe au hat-trick d'Ali Lukunku. Ali, la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. La semaine passée, on parlait des résultats plutôt cata du Standard. Et cette semaine, j'imagine que tu vas vouloir parler de cette belle prestation face à Eupen. Oui, effectivement, surtout la réaction, même après avoir été mené. Je trouve que le Standard a une très bonne réaction, même dans le jeu. Ça a été assez fluide, on a vu des bons mouvements. Alors, est-ce que c'est dû au changement de tactique? On parlait justement de voir peut-être deux attaquants, et là, ça a été fait. On aurait bien voulu que Oyo marque, mais bon... Je trouve qu'il a fait un très bon travail en appui, même si c'était Perica qu'on voulait voir. Mais voilà, je trouve qu'il y a une bonne chose, une réaction très positive en tout cas du Standard dans le jeu et dans l'attitude par rapport à cet adversaire qui était Eupen, qui était certes pas le plus difficile, mais voilà, c'était quand même un adversaire à la hauteur des Rouges. Et ils ont changé effectivement aussi tout ce qu'on attendait d'eux par rapport à certains matchs qu'on a vus où ils ont été malmenés. Donc moi, je veux dire ça, c'est un petit truc global hein, ouais. qui va peut-être prendre 2 points. Et puis, le troisième point, c'est, voilà, on va voir un petit peu maintenant où est-ce que le Standard peut arriver. On sait où ils se sont renforcés et où ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que le Standard tiendra sa place? Et j'ai envie même de dire, ils sont juste à 3 points du 4e, donc est-ce qu'ils peuvent aussi aller chercher cette 4e place éventuellement? Benoît, on va te donner la parole tout de suite dans le point presse parce qu'on va continuer la discussion justement sur le mercato et les prestations du Standard face à Eupen. Alors j'ai retenu 3 articles dans ce point presse. Le premier, forcément, ça revient sur le match du Standard face à Eupen qui nous vient de l'ADH. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent le Standard, c'est tellement mieux à 2 devant, où on parle du fameux 3-5-2 qui a beaucoup plu à l'équipe. Ça, c'était pour l'article de l'ADH. En ce qui concerne le deuxième article, cette fois-ci, on est dans l'info mercato, c'est Nicolas Rasquin. Les Rangers ont eu le dernier mot pour Rasquin, ça vient de Sudinfo. Et là, on nous dit que le Standard a reçu un package plutôt intéressant. 1 million d'indemnités de transfert, en plus de bonus pouvant rapporter 700 à 800 000 euros et une clause de bonus de 15% à la revente. Donc ça, c'était en ce qui concerne Nicolas Rasquin. D'ailleurs, on va le voir ici, là, Nicolas Rasquin qui a officialisé sur ses réseaux le transfert au Glasgow Rangers. On va d'ailleurs tout de suite te demander un petit avis, Benoît, sur ce transfert de Nicolas Rasquin. J'avais peur qu'il fasse un mauvais choix. Je pense que Rangers, c'est un top choix. Très sincèrement, pour moi, pour sa progression future, c'est un club qui va lui permettre d'évoluer dans son contexte, c'est dans ses qualités. Et j'estime que pour moi, c'est une toute belle étape pour lui, avant peut-être de partir dans un autre championnat. Mais je pense qu'on ne sait pas pourquoi il est parti aussi vite. Vous savez, à un moment donné... il avait peut-être fait le tour au Standard. Quand on a des propositions, c'est difficile de les refuser. Surtout aussi une proposition comme les Glasgow. Voilà, donc je pense que si on se met dans sa situation, maintenant, la manière dont il est parti, on ne connaît pas les tractations qui se passent dans les couloirs, mais néanmoins, je conclus en disant que c'est une belle étape pour lui. Ali, d'accord avec ça, c'est une belle étape pour lui. On en a beaucoup parlé, Nicolas Rasquin, mais là, maintenant, c'est fait au Glasgow. Est-ce que c'est un bon palier, on va dire? Oui, ça reste un grand club. C'est pas un grand championnat, mais c'est un grand club.
Donc il va pouvoir aussi jouer l'Europe. Il va jouer pour jouer tout le temps le titre aussi. Ça conditionne aussi un joueur différemment. Et comme Benoît l'a dit, oui, ça va peut-être lui ouvrir d'autres perspectives. Et puis il ne faut pas oublier, il n'a que 21 ans. Il doit jouer. Voilà. Donc, il doit jouer. Je pense qu'en partant dans un club comme celui-là, je crois qu'il a l'assurance de jouer. Maintenant, il faut évidemment qu'il preste. Mais dans l'approche, je trouve que au niveau de son caractère, au niveau de sa philosophie, ça lui correspond bien. Oui, le championnat écossais, peut-être par après le championnat anglais, on a l'impression que c'était un peu ce type de championnat taillé pour lui. Oui, c'est un peu juste maintenant pour partir en Angleterre et il n'aurait peut-être pas été titulaire s'il était parti, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, ils achètent quand même beaucoup de joueurs. Il y avait le championnat allemand aussi, qui était un championnat pas mal pour lui, parce que là, on fait jouer les jeunes, mais bon, voilà, quand vous jouez la tête, c'est bien aussi. Puis il y a l'Europe aussi. Glasgow ont joué l'Europe. Je ne sais pas s'ils sont encore qualifiés pour une coupe européenne, mais voilà, ils avaient presté récemment en Europa League. Donc voilà, ça prouve bien que c'est une très belle équipe. On continue dans l'actu Mercato avec le dernier article nous venant de l'Avenir. Et là, bon, il est un peu plus ancien, c'est les raisons du départ de Dragus, où il est expliqué, ça c'est un peu le côté un peu négatif, on évoque les raisons du départ, où il n'a jamais fait l'unanimité et que différents coachs, notamment Prodhomme et Montagnier, avaient repéré ces problèmes de discipline dans le jeu. À nouveau, je vous demande un petit avis. Est-ce que c'est une grosse perte, petite perte pour le Standard, ça ? Si vous parlez de discipline de jeu, s'il va en Italie, là, il y en a beaucoup. Au niveau tactique, il va devoir certainement s'améliorer. Je pense que son potentiel, on ne doute pas de son potentiel, mais c'est vrai qu'il doit progresser au niveau tactique, il doit progresser au niveau de son positionnement, peut-être de sa mentalité. Bon, il reste dans la galaxie, puisque c'est quand même le même groupe qui joue avec ses équipes. Donc, à lui de prouver que dans un championnat plus réputé, il est capable de faire la différence. Tu crois qu'il est capable de faire la différence quand on a vu que c'était quand même un peu un échec ? S'il ne change pas son état d'esprit, non. Mais il va devoir le changer. Il va devoir travailler beaucoup plus. Ça, c'est en Italie, il va devoir travailler. Voilà, ça va être beaucoup plus difficile. Même si c'est que de la série B, ça va être beaucoup plus difficile. C'est une équipe qui joue pour monter. Est-ce qu'il tiendra aussi la corde en série A l'année prochaine ? Je trouve que c'est un garçon qui est peut-être pas encore assez mûr. Il manque de maturité. D'où le fait qu'il n'arrive pas à enchaîner les prestations. Il va vous en sortir une, deux. Celle contre Inter était incroyable. Et puis après, c'était un peu le désert au niveau de ses prestations. Ouais. On travaille dans l'encadrement aussi, maintenant, au niveau psychologique, à tous ces niveaux-là, dans les clubs plus importants. Peut-être qu'on arrive à corriger ces défauts parce qu'on a un staff plus important et plus large. Et on doit travailler non seulement sur les qualités footballistiques, tactiques, mais sur la mentalité, sur tout ce qui est psychologique. Et peut-être là, il a peut-être une faiblesse. Ouais. Je pense que c'est un joueur, il faut être tout le temps derrière lui. Voilà. Il s'est passé pas mal de choses, vous vous en doutez, c'est la fin du mercato, donc on va le voir tout de suite. Je vous demandais à chaque fois un petit mot. Vous le saviez depuis quelque temps, ce transfert a été officialisé. Selim Amala s'est tourné du côté de Valladolid. Bon choix pour le joueur, finalement. En tout cas, de ce qu'on a lu, il y a eu un accord qui est plutôt intéressant pour le Standard. On est parti quasi de rien. Moi, je parlais au niveau sportif. Je dirais simplement que c'est un garçon dont le style convient bien au foot espagnol. Ce club-là aussi joue dans une philosophie offensive. Je pense qu'il a beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. Il l'a montré d'ailleurs à la Coupe du Monde et au Standard. Mais lui aussi, au niveau mental, il doit peut-être de temps en temps aussi se poser. Là, pour lui, on lui donne l'occasion d'être dans des plus grands championnats, à lui de prouver qu'il a les qualités. Ali ? Moi, personnellement, je pense que ça a été un choix aussi par dépit. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Voilà. Là, c'est important, c'est voir ce que le joueur a reçu. Parce que Valladolid, c'est un club qui monte. Le championnat lui correspond totalement. Alors, est-ce que l'équipe va pouvoir se maintenir ? Ça, c'est le point d'interrogation, parce que sinon, c'est la deuxième division. Donc, j'ai envie de dire, vous avez 6 mois. Je pense quand même qu'il aura du temps de jeu, du coup. Vous avez 6 mois. Après, il faut voir aussi, parce que lui, il a arrêté après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il est fit ? Est-ce qu'il va jouer tout de suite ? Comment il va récupérer ça ? Voilà. Par rapport au Standard, les transferts entrants, je voulais vous montrer cette photo des jeunes joueurs qui sont arrivés. Donc on a à droite Brahim Traoré de Caen, prêté au SL16 avec option d'achat, et Ibé Otekié, j'espère bien le prononcer, de l'équipe jeune du club de Bruges. Rapidement, messieurs, sur ces deux transferts entrants, des jeunes, on s'en doutait, des prêts. Oui, mais c'est l'avenir, tout simplement. Donc je pense que dans l'approche qu'ils ont, il y a le premier critère, c'est qu'il n'y a pas d'argent, ou beaucoup moins d'argent. On gère de très très belle manière. Donc prendre des joueurs pour l'avenir, moi je comprends. On a été intransigeant avec Raskin, avec Amala. Donc il y a une politique et ils se tiennent à leur politique. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ouais. Et par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est mis en place, on voit un entraîneur qui est là
et qui se remet même en question, qui couvre son groupe et qui a toujours les solutions. Et finalement, ils ne sont pas très loin de Bruges, donc ça ne se passe pas si mal au niveau de... Ça se passe même très bien par rapport à la perte de joueurs. Et ces jeunes joueurs-là, si on les a pris, ils doivent avoir un potentiel. Alice, tu l'avais brillamment expliqué il y a quelques semaines que peut-être la stratégie du Standard, c'était se tourner vers des prêts, des jeunes, oui, ça c'est jouer clair. là-dessus. Ça c'est clair et net. Même s'ils auraient pu se renforcer dans d'autres positions, ça aurait été toujours la même chose. Je pense que Benoît l'a dit. Et ils n'ont pas les moyens cette année. Bon, ils ont essayé de vendre un petit peu ce qu'ils pouvaient, récupérer ce qu'ils pouvaient. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Par rapport à 6e, 7e, c'est vraiment pas mal. Mais c'est surtout le nombre de points, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Sauf que le championnat n'est pas terminé. Oui. Alors, bon, on espère qu'ils seront quand même en play-off 2, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une belle... Le meilleur transfert de ce club, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Pour l'instant, oui. Personnellement, je trouve qu'il a imprégné sa force, sa hargne, mais justement, sa discipline. Benoît, par rapport à l'entraîneur, on va regarder la dernière composition du Standard face à Eupen. Ce 3-5-2 était un peu inattendu dans les premières secondes où la presse a découvert un peu ce 3-5-2. Enfin, en tout cas, cette envie de jouer avec deux attaquants, parce qu'il ne l'avait quasi jamais fait. Et surtout, continuer à titulariser Perica, alors qu'à un moment donné, on sentait que ça devenait très, très compliqué pour lui. Pour le choix du système, c'est une réponse que Perica a donnée. Il a besoin de quelqu'un autour de lui. Il faut qu'on attire l'attention autour de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout grand joueur technique, mais c'est quelqu'un qui sait mettre des buts. Si vous regardez un petit peu où il a joué, il a souvent mis des buts. Donc avec quelqu'un à côté de lui, ça le libère un peu plus et ça lui donne un peu plus d'espace. Et il est arrivé à faire marquer, à marquer. Il a marqué 5 buts en moins de 15 matchs. C'est pas énorme, mais c'est pas mal non plus. Donc, je pense que le système l'aide. Parce que c'est vrai que c'était un petit débat. On se disait championnat israélien, il a mis beaucoup de buts, mais c'est pas la même chose. Moi, le seul truc que je peux dire par rapport à lui, c'est que c'est un garçon qui ne pesait pas dans le jeu. Je veux dire, on voit Anvers qui joue avec une pointe, mais on a un attaquant qui pèse, sur qui on peut s'appuyer. C'est marqué, je pense qu'il s'est marqué. C'est important. Oui, mais il faut aussi... Le Standard a toujours besoin qu'on s'appuie sur quelqu'un, qu'on ait un attaquant sur qui on peut vraiment compter, quoi. Pas seulement sur les buts, aussi dans le jeu. Et je pense que c'est ce qui a manqué. Et le coach, je ne vais pas dire qu'il nous écoute, mais je crois qu'il a vu la même chose que nous. Il s'est dit, j'ai intérêt, moi, à mettre un deuxième attaquant. C'est peut-être ça qui va l'aider, le joueur. Et surtout, je vais être plus offensif. Des flancs qui peuvent déborder, qui peuvent amener des ballons. Dans ce système-là, on se retrouve souvent homme contre homme sur les flancs. Si tu arrives à éviter ton flanc, tu peux aller au centre. Et là, il peut être beaucoup plus utile que ce qu'il était avant. Ouais. Un autre atout de Perica, Ali, je te donne la parole. Bon, je spoil déjà, mais c'est en vous montrant ce chiffre, le chiffre de la semaine de Circus, ce numéro 33. En fait, ce 33 représente la vitesse de pointe de l'attaquant Stipe Perica en plein de match. C'est la vitesse maximum qu'il a atteint. Ça fait de lui le deuxième joueur le plus rapide sur le terrain. Donc, aussi un autre... atout. Mais je sais que tu n'aimes pas ce genre de mais c'était pour le mettre en évidence, mettre Stipe Perica par rapport à son match. J'aurais pu ressortir le nombre de kilomètres. Maintenant, quand on analyse vraiment son match, il n'a pas fait un match extraordinaire. Non, mais ça fait du bien qu'il ait marqué. Voilà, il a marqué, ça c'est important pour lui, ça va lui donner de la confiance. Mais bon, après qu'il ait couru 33, enfin, sa vitesse 33 km, je sais pas, moi j'ai regardé les matchs, je sais pas à quel moment ils l'ont flashé, mais... Voilà. Moi, je l'ai vu, il est parti. Ouais, non, c'est pas une qualité qu'on sait qu'il a. Sa qualité à lui, c'est justement d'être dans le rectangle, recevoir des centres, chose qu'il n'y a pas beaucoup pour l'instant. Ouais, voilà. C'est ça. Le système va apporter ça. Et là, il est en train de montrer aussi que mentalement, faut être solide parce qu'il a été sifflé très souvent. Et malgré ça, il continue. Et surtout, c'est que son entraîneur lui donne la possibilité de rester dans l'équipe. Ouais, parce que après c'est compliqué. Hein. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de choix, j'allais dire déjà, premièrement. Ouais. Mais je pense que c'est un garçon, par contre, qui travaille vraiment, qui humainement, c'est un bon gars, parce que quand vous avez un garçon qui est en perte de confiance, qui ne marque pas, mais en plus qui est dans le groupe très difficile, vous avez plus facile à l'enlever. Humainement, ça doit être quelqu'un de très bien, donc le coach estime que voilà, je vais continuer à lui donner sa chance et finalement voilà, ça passe et ça peut déclencher aussi quelque chose. Hein. Vous avez donné votre avis sur certains joueurs. Il y a un supporter ici qui voulait vous poser une question sur un autre joueur qui a quand même bien presté contre Eupen. On l'écoute. Est-ce que pour vous, Zinkernagel est une si bonne recrue que ça? Alors, est-ce que Zinkernagel est une si bonne recrue que ça? On en a déjà pas mal parlé dans les précédentes émissions. Je vais d'abord donner la parole à Benoît et puis ensuite à Lyon, on va voir si tu seras d'accord avec ça. Ouais, je pense que le potentiel, il a des éclats fantastiques. C'est sa régularité. Je pense que c'est ça.
Sinon, il ne serait pas au Standard, je pense, avec les qualités et le potentiel qu'il a. C'est un manque de régularité dans des matchs. Parfois, il disparaît complètement et parfois, vous le voyez faire des actions remarquables. Donc ça, c'est une question d'équilibre pour l'instant. Encore une fois, c'est certainement mentalement qu'il doit travailler pour être régulier. Oui, parce qu'on en avait discuté avec Ali la semaine passée. On avait le sentiment que... par moments, on se disait qu'il n'était pas du tout dans son équipe, qu'il pensait déjà peut-être à son comeback, à revenir à l'Olympiakos. Je pense qu'il veut faire trop. Il se dit, je suis le meilleur joueur de l'équipe, c'est moi qui dois, et des fois vous forcez, et ça ne va pas. Je l'ai trouvé un peu plus simple dans ce match-ci. Mais je pense qu'il nous regarde en fait. Maintenant, c'est ça le truc. Non, après, je veux dire, il y a un match où, voilà, à Bruges, on l'a vu jouer, on a dit tout de suite, waouh. Donc, et après, comme il dit Benoît, la régularité n'était pas là. Est-ce qu'il est impliqué aussi dans... Parce que bon, vous êtes impliqué pour vous, mais vous devez être aussi impliqué pour l'équipe. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Alors, moi, je crois qu'il doit se fixer des objectifs. J'ai l'impression que c'est un joueur qui joue sur son talent et qui sait qu'à un moment donné, on va le voir positivement, mais on va l'oublier pendant 15 minutes. Je pense qu'il doit avoir, avec le talent qu'il a, des objectifs plus élevés, mais alors ça demande régularité, ça demande d'autres choses dans l'implication au niveau du match. Et plus de simplicité aussi dans son jeu. Parce que techniquement, il peut accélérer le jeu, vous savez, et des fois il en fait un peu trop. Même, ça montre tout le talent technique. Bon, après en face, c'était Le Pen. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, mais si on reprend l'exemple face à Bruges, à domicile, on mystifie... après, il y a eu d'autres matchs aussi, et là, on n'a pas vu. Ouais, moi, j'ai envie de le voir aussi à l'extérieur, parce que Eupen à la maison, c'est une chose, mais à l'extérieur, on ne l'a pas vu à Eupen. On verra justement ce qui se passera au cercle. Hein. Donc, je le rappelle, hein, si vous voulez nous laisser des petits messages en vidéo, l'adresse rsl@letalk.be, parce qu'on aime que vous posez des questions, comme ça nos invités peuvent y répondre en plateau. Donc, merci encore de nous envoyer toutes vos questions, vos réactions. Allez, on passe au rouge du soir. Et notre rouge du soir, notre invité, c'est donc Benoît Tans. Alors, on va parler de Benoît Tans, le joueur. Hein. Ça fait déjà quelques années. On va pas dire le nombre d'années depuis quand tu as arrêté, mais je vais te montrer une photo. Alors, je l'ai retrouvée sur Internet et en voyant cette photo-là... Ah oui. Ça t'évoque quoi? Ça m'évoque ma carrière et puis des clubs où je me suis très bien amusé, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors oui, là, ce sont des... La Louvière. Quand tu jouais contre le Standard. Le Standard, Mornard, oui, effectivement. À cette époque, le Standard, ça représentait quoi pour toi? Écoutez, j'étais à Lens quand je suis revenu au Standard. Le Standard a toujours été un club pour tous les Liégeois, même si j'ai joué au Football Club Liégeois, qui est peut-être mon club de cœur à la base, puisque j'ai commencé là-bas. Mais non, on ne peut pas refuser une offre du Standard. Et quand je suis revenu, je me souviendrai toujours que le premier match, je l'ai joué contre Barcelone. C'était un match amical à Sclessin, et je jouais contre Guardiola. Et donc, le stade était plein. Le public du Standard, c'est extrême, c'est unique. Donc, ça s'est très bien passé pendant les premières années, puis un peu moins bien sur la fin. Mais ça reste un club qui vous permet à chaque fois de parler des supporters. C'est la chose la plus marquante qu'il y a dans ce club. C'est vrai, Ali, toi aussi, hein, tu as fait, parce que je regarde un peu le parcours, tu as joué de 88 à 91, Benoît, et puis tu es revenu de 92 à 93. Toi, Ali, aussi, tu as fait 2 passages. C'est vrai que c'est un club qu'on ne refuse pas, en fait, dans sa carrière, quand on a le choix. Ouais, moi, la différence, c'est que je n'étais pas de Liège, donc je ne connaissais pas, la première fois que je suis arrivé, je ne connaissais pas le Standard de Liège. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai appris à aimer. Et après, donc voilà. Après, tu as mis un but, moi, je me souviens. Moi, j'ai la photo. J'ai la photo. Je pensais même que. Et j'ai la photo et on voit Benoît derrière. Ouais. Et, il met un but à 35 mètres, je crois. Pied gauche. Ouais. Je fais fin de frappe pied droit et Benoît est en face de moi. Avec Milo. Avec Milosevic. Pied gauche, toi. Ah oui, non, mais c'est un but de 35 mètres. Je m'en souviens. Non, pleine lucarne. Non, c'est marrant. Et moi, je l'ai cette photo. Ouais. Et on voit Benoît derrière. Qui est dépité, évidemment, dépassé, plus rapide que moi. Voilà. Mais j'étais plus jeune. Écoute, moi je veux vraiment voir cette photo. Hein, parce que je suis je l'ai, c'est marrant, c'est fou quoi. Mais donc, alors, un avis sur Benoît le joueur, on a l'impression quand même que c'était costaud avec lui, hein, quand même. Il fallait se le coltiner quand même. Oui, mais je trouve que les matchs à notre époque, en tout cas moi quand j'ai joué contre Benoît, il y avait beaucoup plus de joueurs d'expérience dans chaque équipe. Donc les matchs, c'était pas... Oui, il y avait du physique, hein, mais c'était surtout au niveau de la qualité, tactiquement. Ouais. Il fallait vraiment prendre tous les matchs au sérieux. Alors que, bon, je veux dire, il jouait à Westerlo à l'époque.
Qui a été battu à Westerlo. Voilà, c'était compliqué de jouer, mais c'était très compliqué de jouer. Tu ne te souviens pas, petit 6-0, 5-0 contre Anderlecht avec Dante Brogno, Tony Brogno à l'époque. Non, c'était très difficile de jouer contre ces équipes-là. 6-0, je crois. Une fois 6, une fois 5. Une fois 5. Non, c'est très compliqué de jouer contre eux parce qu'ils avaient vraiment une bonne équipe. Une petite anecdote avec ça. Le gardien qui jouait à Anderlecht, c'était Philippe de Wilde. Il en a pris 6, puis 5. Il part d'Anderlecht. Et avant le match, il jouait à Lokeren. Il me dit, tu t'imagines, j'en ai pris 6 et 5. Plus jamais, je prendrai autant. On a gagné 7-0 contre Lokeren. Donc il a pris 18 buts en 3 matchs. Je t'avoue, Benoît, que ça me fait sourire parce que tant que ça arrive à Anderlecht... Mais oui, voilà. Je crois que cette année-là, vous avez fini au-dessus. Avec Tony qui avait été meilleur buteur. C'est ça. Et par rapport à vos souvenirs et à vos prestations au Standard, quel était le joueur qui vous impressionnait le plus, Benoît, toi, à ton époque? À mon époque, j'ai un joueur qui était fantastique, fabuleux. Malheureusement, il a été blessé. J'ai eu la chance de jouer avec Ronnie Rosenthal, avec Czernatinski, Van der Smissen, Ellers. Donc, il y avait vraiment Radanovic qui était très bon. On avait un excellent gardien, Gilbert Baudard. Mais pour moi, le joueur qui m'avait vraiment impressionné, qui était, s'il n'avait pas été blessé, aurait certainement fait une autre carrière, c'était Shalom Tikva. Ce joueur, je ne sais même pas si vous vous en souvenez encore, mais c'est un joueur d'une extrême qualité, d'une gentillesse, et qui a malheureusement été blessé. Mais quand il est arrivé, avec Ronnie Rosenthal, il a été phénoménal. Oui. Et toi, Ali, à part toi, le joueur... Non, moi je ne compte pas. Non, mais moi il y en a eu beaucoup. Moi je suis tombé dans une période où le Standard a su faire venir des joueurs qui ont joué dans les grands clubs, des Conceição, des Dimas, des gars comme André Cruz, certes, qui revenait. André, mais je jouais avec lui aussi. Voilà, il y avait Rapaïch qui était un super joueur, Prozinecki, c'était un mec, alors tout le monde disait qu'il était vieux. Mais c'était incroyable ce gars. Voilà, moi j'ai connu beaucoup. Et puis après, il y a eu aussi des joueurs qui étaient peut-être moins connus, mais dans le jeu, comme un Didier Ernst. Didier Ernst, c'était un garçon travailleur. Voilà. Techniquement, on ne peut pas dire. Ah ouais, parce qu'à un moment, j'ai joué au milieu. D'ailleurs, quand je joue contre Benoît, je joue avec Didier au milieu, quoi. Et je sais que même dans la discussion, je savais que je pouvais compter sur lui, parce qu'il était sur tous les fronts. Mais si je devais choisir le joueur du Standard, moi personnellement, toute année confondue, je dirais Sigurvinsson. Moi, c'est un joueur qui m'a épaté. On a eu quelques supporters qu'on avait rencontrés qui nous parlaient de ce joueur-là. Je ne l'ai pas connu, mais... J'ai eu la chance de jouer un de mes premiers matchs contre Eric Guéretz, quand je jouais à Rocourt, à Liège. Donc je suis arrivé à Sclessin, et quand je suis arrivé, j'ai dit « Bonjour, monsieur Guéretz ». Il m'a dit « Ici, c'est mon quartier. Tu ne mets pas un pied chez moi. C'est chez moi, ici. » Et je peux vous dire qu'après 2 minutes, je suis allé chez lui, et j'ai bien compris que c'était chez lui. Ouais. Ça, c'était Eric. Mais c'était quel type de match? Parce que tu as joué aussi énormément de matchs contre le Standard. C'était quel type de match? C'était des matchs où tu sentais que fallait rentrer dans la bagarre, ou c'était plutôt tactique Non, le Standard a toujours été une équipe qui allait vers l'avant, il fallait du caractère, il fallait aller au combat, il fallait au duel. Le Standard, avec de très bons joueurs. Mais c'est la mentalité Standard, c'est comme cela. Je pense qu'Ali peut le confirmer. L'engagement, c'est 90 minutes, c'est tout le temps, quoi. On l'a vu même sur le dernier match. Hein. J'ai trouvé que c'était un match où, à chaque fois, ça attaque. Il n'y a pas de temps mort. On y va, on subit, mais on contre-attaque. Donc, il y a toujours de l'animation dans le jeu. Et ça, je pense que c'est l'effet supporter qui fait ça. Et à chaque fois, je le rappelais quand on discutait avec Ali, mais moi, la première fois que je suis venu en tant que spectateur, ça m'avait vraiment impressionné, ce brouhaha, ce bruit ambiant. Et j'ose imaginer sur le terrain que ça devait être encore fois 1000. Je vais vous dire une chose, c'est que le public peut vous porter comme 12e ou 13e homme, mais je peux vous assurer aussi qu'il y a des joueurs qui avaient peur de jouer, parce qu'après 20 minutes, quand tu te sens sifflé par tout un public qui n'est pas content, tu n'es pas à l'aise sur le terrain. Et parfois, il y a des joueurs qui préféraient ne pas commencer un match, tellement il y avait une pression. Mais la pression positive, ça, c'était exceptionnel. C'est là où je fais une parenthèse à nouveau avec Stipe Peridja. On ne peut pas lui reprocher d'être mentalement concentré sur son match, malgré que le gars a été hué constamment, à chaque fois qu'il touche la balle, ces derniers matchs. Moi, je pense, parce que je peux dire que j'ai vécu aussi ça. Tu as vécu ce type de sifflement ou... tous là-bas. Ah ouais? Oui. Moi, en 80, enfin en 98, je jouais même au milieu, parce qu'on m'avait repositionné au milieu, avant que ça se passe bien d'ailleurs. Moi, je suis sorti à un match, là, 2h du matin, je ne peux pas sortir. Hein. J'ai à un moment dit, je ne veux plus jouer, quoi.
Moi, j'ai été sorti franchement, je suis un peu choqué. J'étais sorti lors d'un derby, donc je jouais au Standard contre Liège. Je n'en touche pas une, mais pas une. Et je suis de l'autre côté. Et on me change. Donc je dois sortir. Ah, tu dois faire le tour, ouais. Et j'ai eu l'impression, tu vois, les 30 mètres que je devais faire, que c'était 5 km. Et tout le stade te siffle. Mais par contre, l'année après, c'était l'inverse. Voilà. Ouais. Moi, ça a duré 1 ou 2 matchs. C'était le match contre Harelbeek, je me souviens. Et alors là, je suis rentré chez moi, j'ai dit, je pars d'ici, quoi. Et on va revenir un peu dans le Standard actuel. Parce que je connais la réponse d'Ali, mais toi, Benoît, quand tu as appris que le Standard avait été racheté, parce qu'on sait le Standard, c'est l'âme, on va dire, wallonne, belge, liégeoise. Quand tu as appris que le Standard avait été racheté par un investisseur américain, étranger, comme le football, comme on en connaît dans le football actuel, c'était quoi ta réaction? Ma réaction, je vais vous la donner. Choqué il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, c'est dommage. Mais ce qui est triste, c'est que je vois, par exemple, en Wallonie, tous les clubs appartiennent à des personnes étrangères ou des sociétés étrangères. Mais je vois pour l'instant qu'en Flandre, Bruges, Anvers, Genk appartiennent toujours à des investisseurs néerlandophones. Et ici, on peut saluer des gens comme Curaba, comme Jean-Paul Lacombe, c'est un niveau différent, comme a visé Guitiri, mais c'est un niveau plus bas. Donc au niveau de la D1, il ne reste pas de Belges, de francophones, d'entrepreneurs francophones. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Mais c'est inévitable, hein, parce que je pense que M. Venazzi a fait ce qu'il pouvait, mais à un moment donné, il a laissé le bateau partir et il fallait qu'il parte. Après, je pense que par rapport au Standard, je pense que ça aurait pu rester liégeois. Oui. Je pense. Il y avait des possibilités. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un nouveau boss étranger. Dreyfus, c'était un étranger. C'était pas, il a racheté le Standard. Par contre, c'était dirigé par un liégeois. Donc, on gardait. Je veux dire, c'est plus la direction qui est importante. Et justement, cette direction, là, Ali, je te redonne la parole après, mais vu que Benoît est notre invité, par rapport à cette direction-là, satisfait parce que quand on voit des mecs comme Pierre Locht placés dans des niveaux de pouvoir un peu quand même assez importants, qui sont belges. Ben oui, Pierre, c'est normal, il fallait garder Pierre parce qu'il est extrêmement compétent, mais il faut savoir que cette galaxie est aussi gérée par d'autres personnes, et notamment Johannes Spoors, avec qui j'ai travaillé dans le groupe Red Bull. C'est une personne, ils ont plusieurs clubs, donc ils doivent inévitablement faire tout ce qu'il faut et rapporter plus haut ce qui se passe dans chaque club. Ce sont des galaxies comme ça, il y a pas mal d'entités où il y a plusieurs clubs qui sont ensemble, mais Pierre Loch, bien sûr qu'il est incontournable et indispensable, mais je pense que le Standard est en train d'assainir pas mal de choses. S'ils arrivent à se qualifier pour les play-offs, ce serait déjà une excellente saison pour moi, et puis repartir peut-être sur des bases un peu plus saines et continuer à augmenter le niveau. Et je pense que ce qu'ils font pour l'instant, ou alors, ils peuvent aussi également partir rapidement. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. Ali, un mot là-dessus. On t'entend chaque semaine, mais c'est vrai que chaque semaine, quand on interviewe des supporters, il y en a encore pas mal qui disent le Standard, il n'y a rien à faire, c'est les playoffs 1, c'est la Coupe de Belgique. Il n'y a pas d'autres résultats possibles. Ouais, Coupe de Belgique, il n'y a plus déjà. Là, oui, c'est mort. Mais... Et puis après, bien sûr qu'il faut être ambitieux et rêver. Maintenant, il faut voir d'où ils viennent. Donc, ils sont en train de repartir à zéro, entre parenthèses. Donc, il faut continuer à former, pouvoir sortir des jeunes du SL16. Ça, c'est très important pour pouvoir garder une âme liégeoise. Il n'y a que comme ça. Ça, c'est vrai que toi, tu es très attentif à ce SL16. On en parle chaque semaine aussi. C'est la base d'un club qui n'a pas les moyens. C'est la base de la pyramide. À un moment donné, quand on est obligé de mettre des jeunes, ce fut le cas il y a quelques années avec Witzel, avec Fellaini. On a été obligé de les mettre. Mais quel parcours ils ont fait. Mais il y en a plein qui sont passés à côté. Il y a des joueurs qui réussissent ailleurs qu'au Standard parce qu'on les a mis de côté. Formés. On les a bien formés. Mais c'est la formation qui est importante. Vous n'avez pas peur que des Fellaini, des Witzel, c'est un peu on va dire des pépites comme on en a tous les 15 ans, 20 ans. Il y a toujours des générations. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer à... C'est ça qui est important. Et puis, il faut un peu de chance. Arnaud Baudard, c'est un excellent gardien. Ouais. Lui aussi, il a failli passer entre les mailles. Et puis, finalement, on peut remonter plus loin. On va parler de Siquet. Oui, Hugo Siquet, voilà. Qui est parti trop tôt. Et qui était un bon produit du club aussi. Exact. Il avait besoin d'argent, donc le club a vendu le joueur. C'est comme ça, c'est le commerce du football. À un moment donné, il y a des impératifs.
Mais l'impératif financier ne va pas souvent de pair avec l'impératif sportif. Donc plutôt mollo, attendre pour peut-être avoir de meilleurs résultats. Il y a des clubs qui, eux, disent, bon voilà, nous, c'est bien formé. On forme bien, on les sort en équipe première et on vend. Alors oui, vous allez acheter 1 ou 2 joueurs de temps en temps, mais quand vous avez une bonne académie, vous savez sortir des joueurs régulièrement, je peux vous dire que vous gagnez de l'argent et vous gagnez en qualité aussi. D'ailleurs, c'est ça qui a fait le charme, entre guillemets, qui a amené cette 7-7. C'est d'abord, de ce que j'avais lu, c'est l'académie qui a complètement impressionné les investisseurs américains. Ouais, après, je ne suis pas sûr qu'ils savaient qui étaient les joueurs dedans. Non, mais je parlais plus au niveau l'outil. Des infrastructures. Ah oui, non. Mais l'outil est une chose. Après, travailler et prendre les gens qu'il faut pour pouvoir sortir ces jeunes, c'est encore autre chose. Moi, je dis toujours, on a des noyaux énormes. On a 30 ou 32 joueurs. Je préférais qu'il y ait 28 joueurs et qu'on professionnalise la formation. Moi, je préférerais ce genre de choses et ce genre d'approche. Si vous avez dans certains groupes, je reprends le groupe Red Bull, tous les entraîneurs de jeunes sont professionnels. Tout est mis sous caméra, tout est analysé. Je pense qu'à un moment donné, on a chez nous, en Belgique, une bonne mentalité. On a des gens disciplinés qui sont à l'écoute, qui ne sont pas extrêmement gâtés comme en France. Ils sont beaucoup plus vite mis en valeur et gagnent plus vite de l'argent. Donc on a ces capacités. Donc pour moi, investir dans la jeunesse et dans la formation en Belgique, pour moi c'est incontournable et c'est ce qu'il faut faire. Allez, on avance dans l'émission. Peut-être de petite dernière question, Benoît, c'est s'il y avait une chose à refaire quand tu étais au Standard, ça serait quoi? Ou alors tu peux me dire que tu es totalement fier de ce parcours au Standard, mais voilà, s'il y avait peut-être quelque chose que tu voudrais retravailler. J'aurais voulu ne pas rencontrer Ariane, par exemple. Voilà. C'est parce qu'à un moment donné, ce n'est plus le sport qui parle, il y a d'autres choses, d'autres impératifs. Ça, c'est ma plus grosse déception, parce que j'ai passé de très bonnes années, mais c'est des accidents de parcours. Il y a eu d'autres rencontres qui m'ont permis d'évoluer et de m'amuser, mais il y a parfois des personnes qui sont là au mauvais moment, au mauvais endroit, et où le sport n'a plus sa place, et ça, c'est un peu dommage. Benoît Tan, c'est notre invité dans Standard Le Talk. On continue l'émission, et maintenant on parle du Cercle de Bruges dans le coin adverse. Le Cercle de Bruges, le prochain adversaire du Standard, on va faire un point sur son classement au Cercle. Alors, le Cercle est 8e, 33 points, 32 buts marqués, 32 buts encaissés. Avant de vous donner la parole, on va écouter, justement, on a eu un entretien exclusif avec un ancien de la Maison Rouge qui est maintenant au Cercle, c'est Hugo Siquet. On va vous montrer quelques petits extraits, mais le premier, c'est maintenant. Ça a été une analyse longue de ce club, justement, qui vit un peu un renouveau pour le moment, une nouvelle structure en interne et une nouvelle philosophie de jeu depuis l'arrivée du coach. J'ai encore vu les statistiques, on est l'équipe la plus jeune de Belgique avec une moyenne d'âge, je pense, de 22 ans, ce qui est totalement incroyable de performer à ce niveau-là et d'être à cette place-là au classement avec une équipe si jeune. Et ça prouve que le travail ici est de qualité et qu'il y a une très bonne structure et un bon encadrement de ces jeunes-là. Ça me fait plaisir de voir qu'on leur fait confiance ici et ça me fait aussi plaisir de voir que moi on me fait confiance ici. Et voilà, c'est top pour le club et top pour la jeunesse ici. Hugo Siquet qui lance parfaitement cette séquence, donc forcément il parlait de son nouveau club, le Cercle. Donc on va voir le 11 qui avait été aligné dernièrement du Cercle. Un petit avis, messieurs, sur cette équipe. C'est pas mal quand même, hein. Il y a du beau jeu, il y a du beau monde dans cette équipe, Ali. Moi, je trouve que c'est plus que pas mal. J'ai regardé le match qu'ils ont joué contre Gand ce week-end. Oui, il y a du répondant, il y a de la jeunesse. Donc, ça va être un match très particulier, je pense. Et mine de rien, c'est aussi un concurrent direct. Hein. C'est un système où on joue énormément de pressing, on joue très haut, c'est très jeune. J'entendais qu'il disait que c'était une des plus jeunes équipes. C'est la 6e plus jeune équipe d'Europe. C'est assez fou. Il faut savoir aussi que, évidemment, derrière ça, il y a Monaco. Hein. Effectivement, oui. Et donc, il y a un lien. On veut mettre des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a 3 internationaux U21 là-bas. Et d'autres aussi, un Allemand aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une philosophie. Muslic, pour moi, est un homme qui s'est fortement motivé son équipe et qui est, tactiquement, il a appris cela en Autriche. Il a été progressivement avec des jeunes. Et donc, c'est ce qui est bien, c'est qu'ici, il est de nouveau avec une équipe jeune qui s'est managée et qui a des résultats, il est performant. Et parmi les joueurs qu'on voulait mettre en avant, c'est l'attaquant, Kevin Denke, 23 matchs, 7 goals, 6 passes décisives. Bon, il y a cet attaquant-là, effectivement,
que le Standard devra peut-être surveiller attentivement. Parmi ce collectif bien huilé, Benoît. Oui, il n'y a pas que lui, hein. Il y a Sommers aussi qui a des infiltrations. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc aussi qui font la différence. Donc c'est vraiment un groupe, il y a vraiment une excellente ambiance. Je vous répète, la philosophie, c'est d'aller vers l'avant. On défend beaucoup, tout le monde défend, tout le monde attaque. Ils ont un excellent gardien et finalement, ils n'ont aucune pression puisque le but était de se sauver. Maintenant, je pense qu'ils sont concurrents, comme disait Ali, au Standard. Ah, parce qu'ils font plus que de se sauver, là. Hein. Oui. Moi, je trouvais que c'est une équipe, depuis le début de saison, qui est agréable à avoir joué. Alors, vous allez avoir un match ou l'autre où ils vont passer à travers et ils vont perdre, mais ils sont toujours là, quoi. Il faut faire attention tout le temps et ils surprennent beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils surprennent beaucoup dans l'engagement, dans la vitesse de jeu. Ça ne s'arrête jamais, ils n'ont pas de temps mort. Énormément de caractère. Hein. Ils se sont fait remonter à la 90e minute ce week-end et ils sont encore allés mettre le troisième contre Gand. C'est ça. Non plus donc c'est une équipe qui joue toujours. Allez, on y va, on attaque. Oui. On va encaisser, mais on attaque. Eh bien, quelqu'un qui ne va pas vous contredire, c'est à nouveau Hugo Siquet qui cette fois-ci parle des forces de cette équipe du Cercle. On a une équipe qui fait beaucoup de kilomètres, qui fait beaucoup de courses à haute intensité. Je pense qu'en Belgique, on doit être dans les premiers, si pas les premiers. Et bien entendu aussi notre pressing. On arrive à installer un pressing sur 90 minutes, du moins plus ou moins 90 minutes. Et voilà, notre but c'est d'étouffer l'adversaire et de l'empêcher de ressortir. Je pense qu'on peut encore s'améliorer au niveau du jeu au sol, peut-être de rester plus calme dans les zones offensives et d'être plus efficace. On n'a pas peur de jouer, on n'est pas complexé, on a envie de montrer qu'on est une bonne équipe. Donc voilà, on n'a pas du tout peur et peu importe l'équipe en face, on va mettre nos styles de jeu en place pour justement embêter le plus d'équipes possible. Ah, j'adore ce joueur, il est lucide malgré son jeune âge, Benoît. Il ne voulait pas partir. Hein. Il aurait voulu rester. C'est vraiment dommage pour ça que. Mais non, je pense que très triste de ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué là-bas. Il est arrivé alors qu'il y avait un international arrière droit. Il y avait aussi un grand espoir français arrière droit. Je pense que c'est un petit peu dommage. Ouais. Son âge, à 19 ans, s'arrêter dans sa progression. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est intelligent, qui a un encadrement familial important. Bon, ok, on fait un pas en arrière, il revient un petit peu, mais il va devoir maintenant. Ça va lui permettre de jouer en tous les cas. Il ne faut pas oublier qu'il y a un championnat d'Europe aussi U21 à fin d'année. Donc il va se remontrer, il va se remettre en condition. Et je pense que c'est un joueur qui peut encore étonner et épater. Ouais, c'est exactement ce qu'il me disait en off par rapport à sa prestation en Allemagne. Il était conscient qu'il y avait de la forte concurrence. Maintenant, il y avait certains choix. Il m'expliquait qu'il y avait certains choix. Et puis il arrive à un moment aussi. Hein. Oui. Fribourg, d'un coup, boum, explosé. Ah, mais ouais, on le verra tout à l'heure. Ça a fait un peu un petit bruit dans le monde médiatique. C'est quand il parlait de son mercato avorté, enfin de son transfert avorté à Anderlecht, qui ne voulait pas y aller. Il va l'expliquer un peu plus tard dans l'émission. Pour revenir dans le cercle, ce qu'il a dit, c'est quand même assez intéressant parce qu'on va voir les points forts et les points faibles de cette équipe qui ont été analysés par notre partenaire Vision du jeu. Alors, parmi les points forts, on a une grosse production offensive. L'entraîneur met un point d'honneur à mettre une grosse pression offensive sur l'adversaire. 32 buts marqués, dont 27 depuis la 10e journée, soit une moyenne de 2 buts par match. Le deuxième point, c'est le jeu rapide ainsi que les reconversions rapides, c'est ce que Hugo expliquait. Et le dernier quart d'heure dans les forces. Dans les faiblesses, on a le jeu aérien, les ailes défensives, faiblement défensivement dans la dernière demi-heure. Donc c'est aussi un peu ce que Hugo Siquet expliquait, c'est pouvoir aussi un peu réussir à contenir un peu le ballon et surtout ne pas s'écrouler dans les dernières minutes. C'est peut-être la jeunesse aussi, hein. Vous savez, quand vous mettez les jeunes, oui, ils vont peut-être tout donner un moment et puis ils vont peut-être un petit peu perdre de lucidité. Quand vous avez un ou deux joueurs un peu plus matures à certains postes, ça peut compenser. Donc elles sont un peu logiques. Mais bon, s'ils font mal, si ça marche, à ce moment-là... Et à nouveau, Hugo Siquet, on ne l'a pas mis dans l'intervention, mais il nous expliquait qu'il était conscient aussi qu'il revenait un peu de loin, parce qu'il n'avait pas beaucoup joué, donc du coup, lui aussi devait se remettre en forme, parce que voilà, il redémarre dans un championnat qui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, c'est physique, c'est costaud. Les entraînements ne remplaceront jamais les matchs. Ouais. Même ici, les matchs en Division 3 qu'il faisait en Allemagne, ce n'est pas le même niveau, le même rythme que la D1. Et donc là, il a besoin de jouer. Donc il a fait 3 matchs. Il monte en puissance. Évidemment, le match de dimanche, pour lui, est quand même particulier parce que c'est son club de cœur. Il le dit toujours, ça c'est clair. Mais justement, on va l'entendre maintenant. Il nous parle de ce Standard qu'il va affronter dimanche. Quand tu passes 13 ans dans un club, c'est clair que ça te marque. Je ne pensais pas que ce match arriverait un jour où je devrais les affronter. Maintenant, voilà, pour moi, la préparation du match ne change pas. Je vais aborder ce match comme si c'était
n'importe quelle équipe en Belgique et je vais donner mon maximum pour le Cercle parce que c'est comme ça. Maintenant, je joue au Cercle de Bruges et peu importe l'adversaire, je me dois de me donner à fond. J'ai encore des contacts, hein, notamment j'ai eu Tchan en équipe nationale, U20, il y a pas si longtemps. J'ai encore eu des contacts avec Laurent Kiné, William Balikwisha sur les réseaux. Message pour eux, je leur souhaite pas de gagner ce week-end, bien entendu. Je vais tout faire pour qu'on gagne et j'espère que le Cercle va gagner. Mais voilà, je leur souhaite de continuer à faire ce qu'ils font individuellement là-bas et d'amener justement cette folie pour les supporters. Mais voilà, pour le week-end, je leur souhaite pas la victoire, malheureusement. Malheureusement, qui dit c'est ça que j'adore ce joueur, c'est qu'il est franc, je me répète, lucide et en plus, Ali. C'est très rare un peu dans le football d'oser dire clairement, parce qu'on ne l'entend pas, mais il l'a exprimé dans les médias et il me l'avait dit aussi. Mais c'est pas parce que je joue au Cercle que je ne supporte plus le Standard. Et ça, je trouve que c'est très rare d'oser l'affirmer dans une scène médiatique, parce que peut-être on peut se mettre en porte-à-faux avec son club actuel, mais le club est conscient que c'est particulier pour lui ce match face au Standard, mais que malgré tout, il donnera tout pour le Cercle. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui, s'il doit jouer contre son ancien club ou son club de cœur, ne donnera rien. Hein. Je veux dire, c'est le foot, quand vous êtes sur le terrain, vous oubliez ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais caché qu'il était toujours amoureux de ce club, qu'il était triste de partir de ce club. Il a raison de le dire, il n'y a rien de mal. C'est pas parce que vous aimez un club que vous ne pouvez pas jouer dans un autre pour X raisons. Donc ici, il n'a pas pu revenir au Standard, je suppose que le Standard n'avait pas besoin non plus. Ouais. Sinon, je pense qu'il l'aurait pris, hein. Mais c'est parce que, effectivement, Benoît, j'ai toujours l'impression que dans les clubs, il y a toujours cette communication très contrôlée sur les joueurs, qu'on ne doit pas parler de certains sujets, mais lui, voilà, il est libre, le club le laisse parler et il le fait très bien, en fait. Hein. C'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il ressent. C'est vrai qu'il a été presque poussé à partir. Il aime son club, mais je peux vous assurer que si il marque 2 buts dimanche, il sera très, très heureux, ça c'est clair. Mais ça n'empêche... Et les gens ne lui en voudront pas. Et les gens ne lui en voudront pas. Mais ça s'est vu cette semaine. Voilà. On va l'entendre tout de suite quand il parle justement de ce transfert qu'il a refusé, le transfert d'Anderlecht. On l'écoute. Je pense qu'il y a eu des discussions entre mes agents et Anderlecht. Moi, je peux pas, je l'ai déjà dit. Et voilà, moi j'étais dans les tribunes à l'époque de Four, Jovanovic, Mbokani, et je sais ce que c'est, je sais ce que les supporters ressentent quand un joueur porte justement cette vareuse-là après avoir porté celle du Standard et cette haine, on va dire, qu'il y a. Moi, voilà, comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de sincère, j'ai des valeurs et pour moi, c'était pas possible d'aller là-bas. Et donc voilà, oui, j'ai vu les réactions des supporters du Standard et bien sûr que ça me fait plaisir qu'ils ne m'aient pas oublié et que voilà, mon passage n'ait pas été oublié. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, il y a des clubs où je peux pas et ça fait partie des clubs où je peux pas aller. Il y a des clubs qui font partie, enfin en tout cas c'est ce qu'il disait, des clubs où je ne peux pas aller. À nouveau, très franc, très lucide. Tant mieux, j'ai envie de dire, j'aurais été très fâché sur lui s'il avait été à Anderlecht, je crois. Mais voilà, il a choisi, je pense, un bon club. Un adversaire difficile parce qu'on va voir les dernières confrontations, les 5 dernières confrontations. Avantage un peu Standard, mais encore une fois, le passé c'est le passé. On verra bien ce dimanche, Ali. Hein. Oui, effectivement. Comme je dis, c'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, donc et je trouve qu'il s'améliore d'année en année et ça va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué pour le Standard ce week-end. Petit prono, vite fait. Moi j'irai un match nul, 2-2. Ouais, je sais franchement, non mais je pars dans ce que les équipes se valent un peu. Il y en a une qui est en forme, l'autre qui reçoit. 3-3, match de fou. 2 goals du Gosset. Je vais prendre des risques, je vais dire 1-2. 1-2 pour le Standard. 1-2. Ok. On passe à parole de supporter. Parole de supporter avec notre partenaire MAS. Je rappelle l'adresse internet où vous pouvez nous envoyer vos vidéos, rsl@loto.be. Cette semaine, vous voulez parler des playoffs 2, on vous écoute. Pour la saison qu'ils font, comparé à la saison dernière, oui, franchement, je trouve qu'ils sont à leur place et même plus haut que ce que je ne l'espérais. Donc oui, franchement, le Standard est à sa place, oui. Oui, je pense que le Standard est à sa place en playoff 2, parce qu'ils sont en construction et on gallois, donc ils sont à sa place, selon moi. Il a fait de très bonnes rencontres ces derniers temps, à part le dernier contre Anvers, on a un peu pris l'eau. Mais je pense que 6e place, c'est une place et c'est très encourageant pour la suite. Pour le moment, le Standard est à sa place. Mais je pense qu'au fil des matchs, je pense qu'il y a encore une possibilité qu'il se qualifie pour les playoffs 1. Mais il va falloir vraiment
s'arracher et faire tout ce qu'ils peuvent, quoi. Je pense que vu les dernières saisons qu'on a connues en tant que supporter, déjà ça me faisait très mal de voir le Standard si bas dans le classement. Donc je veux dire que là pour le moment on peut se contenter de cette 6e place qui nous fait très plaisir à moi et à tous les fans je pense. S'ils peuvent monter au play-off, ce serait merveilleux. Mais voilà, on ne va pas leur demander trop pour la nouvelle année, parce que pour eux c'est une toute nouvelle saison avec une toute nouvelle direction et tout ce qui s'ensuit. Donc les play-off 2 ce serait déjà très très bien. Si on peut accéder au play-off 1, merveilleux, mais voilà, on se contente des play-off 2. Ils sont bien en play-off 2 et il faut prendre le temps de se reconstruire et pas vouloir griller les étapes. Pour moi, ils doivent clairement essayer de jouer le coup à fond et d'essayer de jouer les playoffs. Non, cette année, ils doivent rester en play-off 2 parce qu'on revient de loin et avec un nouveau investisseur, la première année, c'est compliqué, quoi. Moi je pense qu'ils peuvent le faire et tout donner pour aller jusqu'en play-off. Je dirais, après moi quand j'étais petit, le Standard était le meilleur club de Belgique et je pense toujours que le Standard est le meilleur club de Belgique bien sûr. Donc je pense que le Standard doit tout donner et doit être chaque saison en play-off 1. Donc bien évidemment les play-off 1, ça doit être le premier objectif à chaque saison. Par rapport à la saison passée, c'est sûr qu'on ça fait déjà un peu plaisir qu'on soit en play-off, même si c'est avec 2. Mais je pense qu'on pourrait aller en play-off 1 s'ils s'en donnent la peine. Et voilà, c'était votre avis de cette semaine. On a quand même des supporters lucides qui savent que les playoffs de cette année, c'est quand même pas mal. Donc voilà, très bien. N'hésitez pas, je rappelle, rsl@letalk.be pour nous envoyer vos vidéos. Dernière partie de l'émission, on doit se dépêcher, c'est le game. Bon, rapidement, les règles du jeu sont simples. C'est une séance de tir au but. Chacun a 5 questions. T'étais fort en tir au but, Benoît ou... Oui, je l'ai frappé pas mal, mais bon, peut-être moins fort à ce jeu-là. Bon, on va voir ça tout de suite. J'ai pas de toast, mais qui veut commencer en fait cette séance? On est au plus jeune. Hein. Ok, vas-y. Cette fois-ci, Ali, tu peux commencer parce que la dernière fois, figure-toi que Benoît il disait ouais, j'ai eu on m'a posé des mauvaises questions, des questions difficiles, mais il avait laissé. T'avais laissé la parole à Didier Schins. Bon, on commence pour toi, Ali. Ali, première question. Quel coach belge a récemment tenu en échec le Paris Saint-Germain? Oui, c'est Steele. Moi, j'aurais dû commencer. Premier goal pour Ali. Là, maintenant, tu ne pourras plus dire on a préparé des questions. Non, mais elle est facile et même lui, il a connaissé la réponse. Tu m'as demandé avant l'émission, tu lui as donné la réponse. Bon, Benoît, on enchaîne. Combien de finales de Coupe de Belgique le Standard a-t-il disputé? Alors, il y a 3 possibilités 18, 21 ou 16. « 18. En fermant les yeux, il la place au milieu. 18, et ouais, 18 finales et... Non, 2 pour moi. Battu. Ouais. Battu. Ouais. J'ai fait pire. Mauvais 3 battus, moi. 3 battus. Donc ils en ont remporté 8 sur les 18. Ali, en quelle année a eu lieu le premier match du Standard? Choix multiple, Ali. 1889, 1898 ou 1902? Avant Jésus-Christ ou... Avant non, vas-y. Donc 1800. Donc 1889, 1898 ou 1902? Ne fais pas me dire que... tu vas me dire la 2. Attends. Au pif. Attends, appelle ton arrière-grand-père. 1889, 1898 ou 1902? Appelle ton arrière-grand-père. L'arbitre a sifflé, il faut tirer. Allez, je dis le deuxième. 1898? Ouais. Ouais, pas mal. Mais c'était l'année de fondation du club. C'était 1902. Ah oui, bam, sur le poteau. C'est le 5 octobre. Ouais, moi, je suis pas... Tout le monde le savait, pas moi. Hein. Bon, Benoît, je vais essayer d'être attentif sur cette question. Cite 3 joueurs parmi les 11 joueurs titulaires de la finale de des Coupes en 1982 du Standard. Donc le Standard a affronté en 1982 Barcelone. Tu m'en cites 3 qui étaient titulaires de l'équipe. Anders Nielsen. Oui. Gareth. Oui. Ah, Prud'homme. c'est vrai. Bah oui, c'est toujours facile. J'étais pas né, mais je connaissais la réponse. Benoît, prends la main, ouais. Ali, combien d'euros Leandro Trossard, pour combien d'euros Leandro Trossard est-il parti à Arsenal? Choix multiple, 25 millions, 30 millions, 35 millions. Je crois que c'est 35, non? T'es sûr? Ouais, je pense que c'est 35. Moi, j'aurais dit 25. Ouais, j'ai encore sous le poteau, Ali, hein. Ouais. 30 millions. Ah bah 30. Ouais, c'est entre les deux. Benoît peut prendre... attention, parce qu'au niveau des points, ils peuvent revenir. S'il marque, il a... Benoît, dans quelle Coupe du Monde Juste Fontaine a-t-il marqué le plus de goals en une Coupe du Monde? 13 goals. Choix multiple. Coupe du Monde 1958, Coupe du Monde 1954, Coupe du Monde 1950. Ah, c'est pas si facile. Si.
Ouais. C'est un Français, c'est ça? Non, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en fait. J'ai regardé un documentaire. Il faut tirer. 58. Ouais. Ah, non, c'est 58. Il est quand même bon. 58. Oui, c'est 58. 58, ouais. Coupe du Monde 1958. Bon, Ali, plus droit Je vais à marquer. l'erreur, hein. Non. Combien de buts Erling Haaland a-t-il marqué pour le Borussia Dortmund? Choix multiple. 77, 68, 57. Attention, sais que- moment important. Je vais dire le deuxième. 68? Moi, j'aurais dit Ouais. 77. Ouais, moi je pense aussi, mais je dis le deuxième. Sur le poteau. Ali. Voilà. Victoire du coup de Benoît Tans en même séance pas- de péno. Bon, pour quelqu'un qui disait ouais, j'arrive à les tirer. Bon, il y avait d'autres questions, hein, mais bon, je crois qu'on n'a pas trop le, plus trop le temps, mais on arrête. C'est bien, victoire de Benoît. Donc, au niveau des points, le reste du monde, donc, qui est représenté à chaque fois par l'invité, reviennent. Hein. Attention, Ouais, je te on est l'avais à dit, 3 points, fais gaffe. Hein. Ouais, mais ça Elle a va pris un vite, peu hein. d'avance. J'en avais pris 9. Hein. Ben oui, tu laisses un peu, Bah oui, un peu de sinon il n'y a plus de suspense. suspense. Merci beaucoup, Benoît, d'être Avec venu plaisir, aujourd'hui vraiment. dans notre Avec émission. plaisir. Pour le peu de temps que tu peux consacrer, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Hein. Avec grand On est à plaisir. Liège, donc voilà. Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu. Ali, on se retrouve la semaine prochaine, À la semaine comme prochaine. d'habitude. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine sur Divertissez-vous. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, on vous balance des extraits de l'émission si vous n'avez pas vu l'entièreté. Et sinon, c'est tous les mercredis à 19h sur Divertissez-vous. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Ciao!